Donc, merci à tous d'être là. On est sur un webinaire Calliope pour les nouveaux entrants, comment bien se préparer. On est ensemble pour 1 heure. Ouais, normalement, ça tient. On tiendra le timing. On a une session de questions-réponses sur la fin plutôt du webinaire. Donc, si vous avez des questions, comme je vous disais, ceux qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure si c'est possible. Quelqu'un qui y répond. Et sinon, on les reprendra à la fin du webinaire. Et donc, pour commencer, on a donc Jimmy Martin de Certifopac avec nous et Rémi Rousseau de TAC. Je vous laisse tous les deux vous présenter en 2 mots, ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, avant de commencer la session. Vas-y, Jimmy. Eh bien, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Jimmy Martin. Je suis responsable commercial chez Certifopac et un des fondateurs. Donc, je vais être avec vous pendant ce webinaire et je vais vous présenter les particularités de l'audit Calliope lorsque l'on démarre son activité, donc lorsque l'on est nouvel entrant au sens du référentiel. Bien, merci Jimmy. Rémi? Oui, et ben moi, Rémi Rousseau, moi je suis un des cofondateurs de TAC. TAC est le compagnon Calliope. Et donc, c'est un logiciel de gestion administrative et qualité à destination des organismes de formation et qui a pour objectif de vous simplifier la tâche, enfin en tout cas simplifier la tâche des organismes de formation dans leurs obligations de gestion administrative et de les aider à déployer leurs process et leurs outils Calliope en continu pour favoriser la conformité sur le temps long. Très bien, merci Rémi. Du coup, on est entre de bonnes mains normalement pour ce sujet de webinaire. Donc, on s'est dit qu'on allait parler des nouveaux entrants, comment bien se préparer Calliope. Donc, normalement, vous êtes tous plus ou moins sensibilisés au sujet. Pour autant, avant de commencer, avant de se lancer vraiment dans le vif du sujet, peut-être rappeler Calliope, c'est quoi? On en parle, on va en parler pendant 1 heure, mais se mettre d'accord sur de quoi parle-t-on. Donc, peut-être Rémi, pour commencer, nous faire un petit récap sur quand on parle de Calliope, finalement, de quoi parle-t-on? Alors, Calliope, c'est le référentiel national qualité qui a été introduit sur le marché de la formation professionnelle lors de la dernière réforme. Donc, la dernière réforme, on parle de la loi du 4 septembre 2018, applicable 1er janvier 2019. Et en fait, cette loi qui a, entre autres, libéralisé le CPF, installé France Compétences, etc., a introduit Calliope. Calliope, donc c'est le référentiel national qualité et c'est pas quelque chose qui est tombé comme ça du jour au lendemain du ciel. C'est un référentiel qui a été créé sur les bases de ce qui s'appelait alors Datadoc, qui était un référentiel qualité déployé par les financeurs et qui avait pour objectif de fluidifier les demandes de prise en charge auprès des OPCA, les anciens OPCO. Simplement, cette démarche Datadoc de l'époque, c'était une démarche de qualité déclarée. C'est-à-dire que les organismes de formation déposaient sur une plateforme un certain nombre d'éléments de preuve en disant moi je suis conforme, regardez et donnez-moi accès à des processus simplifiés de gestion des dossiers. Et il y avait des contrôles qui pouvaient intervenir sur pièce ou sur place par les financeurs, mais il n'y avait pas de vérification systématique, disons, de la démarche qualité. Là, sur Calliope, donc Calliope a été construit sur les bases et sur les grandes thématiques de Datadoc. On va revenir tout à l'heure sur les différents critères du référentiel. Mais la démarche qualité, elle se situe sur un niveau un peu au-dessus, un peu supérieur, puisqu'on n'est plus sur de la qualité déclarée, on est sur de la qualité certifiée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement en tant qu'organisme de formation, il faut se mettre en ordre de marche pour atteindre les objectifs et les niveaux attendus par les indicateurs du référentiel, mais en plus, il y a un tiers certificateur, en l'occurrence aujourd'hui Jimmy, qui vient à votre rencontre, organisme de formation, pour valider que le dispositif permet bien d'atteindre les objectifs qui sont fixés. Et donc voilà. Et donc forcément, la marche entre Datadoc et Calliope, c'est pas la même pour les organismes de formation parce que il y a ce tiers qui va venir valider pour le compte de l'État que le dispositif préparé par l'organisme de formation permet d'atteindre. Donc ça c'est quelque chose qui est hyper important d'avoir en tête. Calliope, par ailleurs, dès la loi de 2018, a été installée comme une norme de marché, une obligation de marché pour accéder aux fonds publics. D'accord ? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, quand on est organisme de formation comme le sont 111 000 entreprises ou associations en France
on n'a pas besoin de Calliope, on a simplement besoin d'un numéro de déclaration d'activité. Et donc en tant que nouvel entrant, pour ceux qui n'ont pas leur numéro de déclaration d'activité, c'est la première étape. Calliope n'est nécessaire que si vous souhaitez en tant qu'organisme de formation accéder aux fonds publics. Pôle emploi, OPCO, CPF, région, certains acteurs publics par ailleurs qui font de l'achat. Et donc ce qui fait que vous êtes 111 000 organismes de formation, vous n'êtes que 42 000 à être certifiés Calliope aujourd'hui. Et donc, et après je laisse la parole à Jimmy, mais voilà, donc Calliope c'est accès aux fonds publics et ça s'adresse aux organismes de formation qui ont un numéro de déclaration d'activité qui est valide. C'est une bonne transition, Rémi. En fait, quand tu parles de numéro de déclaration d'activité, là, en fait, la réglementation fait en sorte que vous pouvez démarrer la démarche Calliope, donc vous pouvez subir l'audit initial, même si vous êtes en demande d'enregistrement. Quelqu'un qui n'aurait pas encore reçu le numéro de déclaration d'activité auprès de sa DRET pourrait quand même suivre l'audit. Voilà. C'est juste que vous ne serez pas certifié officiellement tant que vous n'aurez pas reçu votre numéro, puisque le certificat Calliope, et ça c'est super important à comprendre, est rattaché à votre numéro de déclaration d'activité. C'est votre numéro de sécu, mais pour la formation. Voilà. Alors, quoi dire peut-être? Alors, moi, je vais être assez bref parce que bon, c'est des infos que vous avez sans doute déjà, mais Calliope, c'est un cycle de 3 ans. Donc, on est vraiment sur ça, c'est à bien comprendre. C'est pas comme le diplôme du bac où on est censé l'avoir à vie. C'est une démarche qui est finie dans le temps. Donc, il y a une durée de validité du certificat et donc, à la fin du cycle de certification, on renouvelle sa demande. Donc, on passera un audit de renouvellement. Voilà. Et donc, à chaque cycle, comme ça, pendant toute la durée de vie de votre entreprise, ça pourra durer 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Peut-être même après, une prochaine réforme, s'il y a. On peut aussi détailler le fait que quand vous demandez Calliope, en fait, vous le demandez sur un périmètre de certification. Et ça, ce périmètre, en fait, ça concerne finalement votre activité. Alors, 8 fois sur 10, je dirais presque 9 fois sur 10, on est plutôt sur la première, c'est l'activité phare qui englobe vraiment tout plein de choses, qui est l'action de formation, donc au sens large. Formation en intra, en inter, à distance, sur site. Certains connaissent l'AFEST, voilà, enfin d'autres dispositifs. On a aussi 3 autres catégories. Le bilan de compétences, qui est une catégorie à part. L'AVE, donc toutes les actions d'accompagnement à la VAE, et la formation par apprentissage. Voilà. Mais là, très sincèrement, les chiffres parlent d'eux-mêmes chez Certifopac, on est plutôt sur 8 fois sur 10, une demande sur la première catégorie, donc sur l'action de formation. Voilà. L'audit initial, donc, par rapport à sa modalité, on est toujours sur un audit qui est en présentiel, toujours sur site. Alors, peut-être que vous avez des confrères que vous connaissez, qui ont passé l'audit il y a maintenant peut-être plus d'1 an, mais c'était en visio. Mais oui, alors c'était en visio parce que à l'époque, on avait le droit de le faire. C'était suite au Covid, la DGEFP nous avait permis, la DGEFP qui est une instance du ministère du Travail, nous avait permis de réaliser des audits initiaux à distance. Donc voilà, ne soyez pas surpris si on vous dit que c'est forcément en présentiel, c'est normal puisque à l'instant T, en octobre 2022, on ne peut réaliser l'audit initial que sur site. Voilà. Puis je répondrai ensuite s'il y a des questions sur d'autres points. Très bien. Merci à tous les deux. Du coup, on est d'accord sur ce dont on parle quand on parle de Calliope et à qui ça s'adresse. Si maintenant on veut rentrer un peu plus, beaucoup plus dans le détail, concrètement, quand on parle de Calliope, on parle d'un certain nombre de critères et d'indicateurs. De quoi parle-t-on? Qu'est-ce que ça recoupe pour un organisme de formation qui rentre dans cette démarche qualité? Ouais. Rémi, peut-être sur les indicateurs? Ouais. Alors, donc, le Calliope, c'est un référentiel qui est structuré en 7 critères qualité et décliné en 32 indicateurs. Donc, la première chose que vous devez savoir en tant que nouvel entrant, c'est que ces 32 indicateurs, autant les 7 critères s'appliquent à tout le monde, autant les 32 indicateurs ne s'appliquent pas à tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'au sein de ces indicateurs, il y a des indicateurs qui sont spécifiques à certains types d'activités de formation. Vous avez par exemple des indicateurs qui concernent les organismes de formation qui préparent, qui vendent de la formation, qui préparent à des certifications professionnelles enregistrées au RNCP. Donc, si ça, vous êtes un organisme de formation qui n'en fait pas, vous avez 3 indicateurs, le 3, le 7 et le 16, en moins à préparer.
Il y a des indicateurs qui sont spécifiques à l'apprentissage et donc aux activités des CFA. Vous avez des indicateurs qui sont spécifiques à tout ce qui est action de formation en situation de travail, Jimmy en parlait, tout ce qui est alternance, stage, etc. Et donc, si vous n'en faites pas, ces indicateurs-là ne sont pas à préparer. Ce qui fait que, grosso modo, sur les 80 à 90% des organismes de formation dont parlait Jimmy qui font de l'action de formation, je dirais, entre guillemets, simple, et ben en fait, vous passez de 32 indicateurs à entre 22 et 24 en fonction de la nature de ce que vous préparez, c'est-à-dire est-ce que vous avez des sous-traitants et c'est à peu près tout d'ailleurs sur la variable, c'est vraiment la question de la sous-traitance. Donc ces 7 critères, ils ne concernent pas vos formations en tant que produit de formation, donc on ne s'intéresse pas au contenu de ce que vous proposez dans vos formations, ils ciblent en revanche la façon dont en tant qu'organisme de formation, vous vous organisez pour proposer vos prestations. Proposer vos prestations, ça va de la communication jusqu'à la satisfaction client. D'accord ? Et donc, on a bien 7 critères, comme je vous le disais. Un premier critère sur les conditions d'information. Et donc là, les indicateurs qui sont associés à ce critère-là s'attachent à vérifier que vous diffusez bien une information sur vos canaux de diffusion de communication et que les informations qu'on y retrouve reprennent un certain nombre de choses qui sont attendues par le référentiel. Donc, critère 1, communication. Critère 2, c'est tout ce qui est ingénierie de formation, ingénierie pédagogique. Donc, la façon dont vous analysez le besoin, la façon dont vous définissez les objectifs, la façon dont vous construisez vos parcours et puis la façon dont vous allez positionner vos stagiaires en début de formation. Voilà, donc critère 2, ingénierie de formation. Critère 3, là, on rentre dans le vif du sujet et donc on rentre dans la réalisation des actions de formation avec des indicateurs autour de la façon dont vous communiquez auprès des stagiaires. Et donc, on va y retrouver là-dedans toutes les mécaniques de convocation, évidemment. C'est l'indicateur 9. Un indicateur 10 autour de qu'est-ce que vous déployez en tant qu'organisme de formation pour que les sessions aient lieu. Et donc, on va y retrouver des éléments autour des supports, autour de la logistique, autour de la coordination des acteurs. Évidemment, comme on est organisme de formation, on est tenu d'évaluer. Et donc, il y a un gros focus qui est fait sur l'évaluation. Et qu'est-ce qu'on évalue ? On évalue le degré d'atteinte des objectifs qui ont été fixés en ingénierie de formation. Et puis, enfin, un dernier indicateur hyper important sur la façon dont, en tant qu'organisme de formation, vous engagez vos bénéficiaires du début à la fin. Voilà. Et c'est l'occasion de rappeler qu'en tant qu'organisme de formation, vous êtes tenu à une obligation de moyens. C'est-à-dire que on s'attend à ce qu'à partir du moment où vous avez un stagiaire qui rentre dans votre organisme de formation, vous vous assuriez, vous mettiez tout en œuvre pour qu'il aille jusqu'au bout de sa prestation. Ça, c'est hyper important. Le critère 4, là, c'est le critère qui concerne finalement les moyens qui sont déployés par votre organisation, que ce soit des moyens logistiques, des moyens humains ou des ressources pédagogiques. Critère 5, ça concerne vos formateurs, la façon dont vous les recrutez, la façon dont vous-même, en tant qu'organisme de formation, employeur, vous les formez. Le 6e critère, c'est l'inscription et l'investissement du prestataire dans son environnement professionnel. Donc ça, c'est globalement des critères qui enquiquinent un peu, si vous me permettez l'expression, les organismes de formation, mais qui sont hyper importants, Jimmy le confirmera, dans le référentiel. Et ça concerne la façon dont vous allez monter un système de veille et l'exploiter, la façon dont vous allez vous structurer sur la thématique handicap, qui est une thématique qui est très importante dans le référentiel, et puis la façon dont vous allez engager les choses avec vos sous-traitants si vous en avez. Et puis enfin, le critère 7, autour de la qualité et du recueil des appréciations. Et donc là, ce qu'on va attendre de vous, c'est que vous ayez un dispositif de recueil des appréciations des différentes parties prenantes de vos formations, et puis que vous ayez des process à la fois de gestion de tout ce qui se passe et qui n'est pas prévu, qui est en général de l'ordre de l'aléa, de l'insatisfaction, de la réclamation, et puis un dispositif plus global de suivi de l'amélioration continue de votre dispositif. Voilà en très synthétisé les 7 critères et les 32 indicateurs du référentiel Calliope.
Je sais pas si Jimmy, tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est ça. Alors après, bon, c'est sûr que c'est un peu ambitieux de vous présenter ça en 5 minutes, en fait, parce que c'est un document d'une 30aine de pages. En fait, nous, on vous invite vraiment déjà à consulter ce document qui est le guide de lecture. Et donc, pour chaque indicateur, vous allez voir quel est le niveau attendu, des exemples de preuves. J'insiste bien sur le mot exemple. Et puis, ce qui peut aussi conduire à des non-conformités. Une absence de preuves, une absence ponctuelle ou partielle de certains éléments. Et en fait, c'est ça qui va vous permettre, vous, de vous préparer de façon sereine. Alors, je reviens juste parce que la thématique se prépare, enfin, comment bien se préparer, ça viendra après, mais pour en revenir, en fait, à comment se déroule l'audit, je voudrais juste remettre l'église au centre du village et dire que quand vous demandez votre numéro de déclaration d'activité, rappelez-vous que normalement, vous le faites en lien avec une première formation. C'est-à-dire que à l'adresse, vous allez leur envoyer, vous leur avez déjà envoyé une convention signée, peut-être même normalement un programme de formation, un déroulé pédagogique ou d'autres documents qui vous a été demandé. Dites-vous bien que, en toute logique, l'auditeur va très certainement orienter l'audit initial sur cette première session. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit à l'erreur sur cette première session, parce que forcément, entre l'instant où vous avez fait cette formation et votre préparation d'audit, il y a pu y avoir quelques semaines, voire des fois quelques mois, en fonction de votre activité. Donc, bien sûr que vous pouvez aussi expliquer à l'auditeur que vous ajustez ou que vous avez ajusté depuis. Mais en tout cas, on part quand même de cette base pour pouvoir ensuite auditer sur autre chose. Je vais prendre un exemple concret, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont ici par rapport aux comptes formation. Oui, en fait, quand vous démarrez en tant que nouvel entrant, votre offre n'est pas encore éligible au CPF. Parce que pour être éligible au CPF, le prérequis, c'est d'être Calliope. On ne va pas vous auditer sur un truc qui n'est pas encore mis en œuvre. Mais par contre, on va vous auditer sur est-ce que les éléments sont formalisés. Voilà. Si par exemple, vous proposez une action de formation à la création d'entreprise, que vous êtes susceptible de mettre à votre catalogue, ou alors que vous envisagez un partenariat avec un certificateur type en bureautique, en anglais ou même autre chose, dans ce cas-là, bien sûr qu'on va vous auditer sur ces points, en se concentrant sur la formalisation de vos éléments, et puis forcément que la mise en œuvre sera évaluée à l'audit de surveillance. Voilà. Et donc juste pour terminer, les indicateurs 22 et 32, donc ce que disait Rémi par rapport à certains indicateurs qui ne sont pas applicables, donc 22-32 c'est systématiquement non applicable quand on est nouvel entrant, puisque ça en fait ça concerne plutôt une démarche continue, une démarche prévisionnelle. Donc quand vous démarrez, le référentiel précise que on ne dit pas ces deux points. Tu veux peut-être nous rappeler ce que sont les 22 et 32? Alors, indicateur 22, gestion des compétences, mais plutôt en fait comment je développe mes compétences, comment je les maintiens et comment je les développe. Même si je suis formateur indépendant, c'est comment je trouve ma démarche de développement et de maintien des compétences. Et puis le 32, c'est l'amélioration continue, c'est tout ce qui consiste en fait à prouver votre démarche d'amélioration continue, notamment, principalement en lien avec les retours de vos questionnaires, à la fois de satisfaction stagiaire, entreprise, financeur, ainsi de suite, et puis les éventuelles réclamations. Voilà. Et donc forcément, quand vous démarrez, normalement, vous n'avez pas encore matière, donc on ne peut pas vous auditer sur du vent. C'est pas possible. Calliope, finalement, qui va vraiment cibler l'OF, ses processus, les moyens mis en œuvre autour de cette OF. Et dans le cadre de cet audit initial, une version un peu allégée, puisqu'il y a des choses qu'on va lui demander de poursuivre, développer tout au long du cycle, puisqu'on est bien sur un cycle de 3 ans, qui seront audités lors de l'audit de surveillance. Donc on voit que c'est quand même assez large, et au départ des critères, donc c'est 7 critères, plusieurs indicateurs qui sont détaillés, ça peut faire un peu peur, effectivement. Calliope en 3 minutes, c'est peut-être un peu court, mais en fait, c'est un référentiel qui est détaillé, accessible, et dans lequel l'organisme de formation doit s'inscrire. En tout cas, il doit prendre connaissance. Là, pour le premier type, c'est peut-être de prendre connaissance de ce référentiel dans cette démarche. Et alors, j'insiste beaucoup, mais en fait, souvent, les non-conformités type, lorsqu'on est nouvel entrant dans le cadre d'un audit, en fait, elles portent sur la première formation que vous avez réalisée. Pas plus tard que lundi, j'ai fait un audit d'un formateur indépendant qui était nouvel entrant. Et en fait, après, voilà, chacun fait un peu comme il veut, mais ici, il a sa première formation. Il a formé un de ses proches, la convention était à 0 €.
il n'y avait pas d'analyse du besoin, il n'y avait pas de positionnement. En fait, il n'y avait rien du tout et on s'en est sorti avec une non-conformité, dont une majorité de majeurs. Donc, en fait, la première convention que vous proposez à l'adresse, bon, souvent, c'est pour avoir le numéro de déclaration d'activité. Après, on va pas débattre de l'utilité du système actuel. Moi, je souhaite une réforme complète de cette obtention de numéro de déclaration d'activité. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà. En fait, aujourd'hui, on donne le permis, on attend de voir comment vous faites votre premier trajet, et ensuite, on décide de conserver ou pas, enfin, que vous conservez ou pas votre permis. C'est le fonctionnement actuel, on va pas débattre là-dessus. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, il faut que cette première formation, elle soit aussi le reflet d'un travail de qualité, parce que nécessairement, ça va générer ensuite de la non-conformité, parce que l'audit est basé sur les preuves. Voilà. Moi, juste en complément, je voulais juste dire, et sans provocation aucune, que en fait, en tant que nouvel entrant qui s'intéresse à Calliope, vous êtes plutôt chanceux. Vous êtes plutôt chanceux parce qu'en fait, vous partez de zéro. Et là où des organismes de formation qui ont qui travaillent depuis longtemps, qui ont des activités qui sont bien structurées, déjà processées, etc., ont galéré et continuent de galérer sur l'intégration de Calliope parce que il faut qu'ils adaptent un dispositif existant avec un legacy, etc., dans Calliope. Vous, l'avantage que vous avez en tant que nouvel entrant, c'est que vous partez de zéro. Et donc, en fait, l'avantage concurrentiel que vous avez, c'est que vous allez faire de la contrainte une opportunité de développement. Et donc, en fait, et c'est en ça que Calliope est intéressant pour les nouveaux entrants, c'est que, en fait, Calliope, il donne des objectifs. Et il ne se borne qu'à donner des objectifs. Il ne fixe aucun moyen. Et donc, l'avantage que vous avez, c'est que comme vous devez de toute façon construire une réponse sur les différents champs d'activité, et je ne sais pas d'ailleurs, Katia, si on peut mettre le schéma, mais comme Calliope s'intéresse à la façon dont vous travaillez en tant qu'organisme de formation, en partant, en construisant, disons, vos process sur la base des indicateurs Calliope, vous êtes sûr de construire quelque chose qui sera conforme, disons, de manière naturelle. Et donc là, il y a ce petit schéma-là qui fait un peu peur de prime abord, mais qui finalement n'est pas si compliqué que ça, qui représente un organisme de formation. Voilà. Vous avez là, alors on m'a dit que je pouvais même faire des petits dessins, que je vais essayer. Voilà. Vous avez là un organisme de formation. Ce schéma, il dit quoi? Il dit que il y a un marché qui a besoin de se former en entrée. Qu'en sortie, il y a des gens qui ont été formés. Et puis, entre les deux, il y a ce qu'on appelle des organismes de formation. L'organisme de formation, son métier, c'est quoi? C'est avant tout de proposer de l'ingénierie pédagogique. Alors évidemment, je veux annoter, mais ça ne marche pas. Hop. Et avant tout, de l'ingénierie pédagogique et de l'ingénierie de formation. Ça, c'est votre cœur de métier. Si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas un organisme de formation. Qu'est-ce qu'on voit sans surprise? C'est que Calliope s'intéresse prioritairement à ça. D'accord? Tous les petits ronds que vous avez avec les numéros, c'est tous les indicateurs Calliope qui sont ventilés sur les différentes phases de votre process d'ingénierie pédagogique et d'ingénierie de formation. Donc, de l'identification des besoins en compétences jusqu'à l'évaluation des acquis. Voilà. Et donc, Calliope, disons sur les 2/3, s'intéresse à ce que vous produisez comme organisme de formation. Mais ensuite, Calliope, il va aller s'intéresser à des processus transverses. Des processus transverses autour de la communication, de la gestion des partenariats, de la veille, pour s'assurer que ce que vous faites, disons naturellement comme organisation, ça vous permet d'atteindre les moyens, d'atteindre plutôt le niveau attendu par le référentiel. Et puis enfin, vous avez les fonctions support qui sont impactées de manière plus marginale par Calliope, notamment les RH, et ça fait lien avec ce que disait Jimmy, sur le recrutement, la formation des collaborateurs, et puis sur le 27, c'est la sous-traitance. Et donc vous voyez, Calliope ne s'intéresse qu'à vous en tant qu'organisation qui se structure pour élaborer, réaliser et évaluer des formations. C'est clair. Du coup, Rémi, peut-être une fois qu'on a compris, on commence à comprendre ce à quoi s'intéresse Calliope, une fois qu'on parle de cet audit initial, si vous êtes dans la démarche, peut-être revenir un peu sur comment se préparer à cet audit. Ouais. Quel est, moi, je suis OF, nouvel entrant. Quel conseil que tu pourrais me donner? Comment j'anticipe cet audit finalement? Qu'est-ce que je peux faire en tant qu'OF pour y arriver le mieux préparé à cet audit initial?
Ben, moi, mon conseil, il se résume en 3 mots. Alors, j'ai l'avantage que Jimmy ne peut pas donner de conseils en tant que certificateur. Donc je vais être le seul à pouvoir imposer mes 3 mots, mais Jimmy, évidemment, complétera. Pour moi, c'est 3 mots en tant que nouvel entrant. Le premier, c'est process. Le deuxième, c'est outil. Le troisième, c'est preuve. Voilà. Si on arrive à présenter des process qui sont formalisés sur chacun des indicateurs, qui sont outillés, c'est-à-dire que dans l'outillage, il y a la question, la question de l'outillage sous-tend la question de la réutilisation et donc de l'industrialisation finalement du process. Donc à partir du moment où on a formalisé des process, qu'on a outillé ces process et qu'on a des preuves de mobilisation des outils dans le cadre du déploiement du process, ben, le jour de l'audit initial, ça ne peut que bien se passer. Donc si je prends un exemple, je vais prendre un exemple sur l'indicateur 12 autour du suivi de l'engagement. D'accord ? Donc là, ce qu'on va vous demander en tant que nouvel entrant, c'est de préparer un process pour expliquer comment est-ce que vous allez assurer le suivi de l'engagement du début à la fin de vos formations. D'accord ? Donc on va vous demander à l'intérieur de parler évidemment de l'émargement, de comment est-ce que vous matérialisez la présence des gens. On va vous demander de parler de la façon dont vous gérez les absences, les retards, les absences, les abandons, etc., etc. Et donc tout ça, c'est un process qu'il va falloir formaliser. Dans la formalisation de ce process, vous allez déployer un certain nombre d'outils. Et donc par exemple sur la question de l'émargement, l'outil c'est la feuille d'émargement. D'accord ? Cette feuille d'émargement, elle peut être à l'ancienne avec une feuille de papier, elle peut être dématérialisée, etc. Peu importe l'outil, à partir du moment où cette feuille d'émargement, elle existe, et cette action d'émargement existe. Et bien, le jour de l'audit Calliope, initial en tant que nouvel entrant, on va vous demander de présenter votre process, de présenter les outils qui équipent votre process, et puis on va vous demander, enfin on ne va pas vous le demander, mais c'est mieux de le proposer. Le jour de l'audit, c'est un premier élément de preuve, c'est-à-dire une première feuille d'émargement signée. Et comme l'a dit Jimmy, de toute façon, quand vous avez fait votre numéro de déclaration d'activité, vous avez vendu une première action de formation. Et donc, si vous êtes renseigné comme il faut sur qu'est-ce qu'une action de formation au moment où vous avez déposé ce dossier, vous saviez que vous deviez faire de l'émargement. Et donc, vous avez d'ores et déjà un premier élément de preuve. Et donc, voilà. Process, outil, preuve, ça veut dire aussi que en tant qu'organisme de formation, ce que vous pouvez faire, c'est en début de préparation, formaliser tous vos process et vos outils. Et puis, prévoir et planifier une session de formation avant l'audit initial pour récupérer toutes les preuves. Voilà. Nous, on a des clients qui utilisent notre solution, qui font ça, qui se préparent, qui la veille de l'audit font la veille ou la semaine d'avant, font une action de formation. Hop, ils appliquent tout, ils archivent toutes les preuves. Le jour de l'audit, ils ont tout ce qu'il faut. L'auditeur est satisfait parce qu'il a de quoi matérialiser la mise en place des process et il a de quoi matérialiser la mise en œuvre. Okay, très clair. Donc, process, outils, preuves. On est vraiment dans une démarche analytique. Finalement, on prend le référentiel et on applique les process à son organisme de formation et on fait en sorte de pouvoir les montrer. Il ne suffit pas d'avoir des process. Si on ne peut pas les montrer, l'auditeur ne peut pas les deviner. Jimmy, toi, tu n'as pas le droit de donner des conseils. Donc, Rémi en a profité. Est-ce que tu peux, en revanche, nous donner des points d'attention que tu aurais, toi, en tant qu'auditeur sur ces nouveaux entrants? Oui, en fait, moi, je peux donner un point d'attention. C'est qu'on a fait, et on fera aussi des webinaires sur l'audit de surveillance. Et notamment, en fait, nous, le point d'attention que l'on remarque, c'est j'étais nouvel entrant à l'audit initial. Et comment ça se passe en surveillance? C'est là où on commence à le voir. En fait, le retour d'expérience qu'on a, et je dirais que le mot-clé, là, c'est plutôt pour moi pérenniser. Pérenniser, c'est-à-dire que quand on démarre quelque chose, alors à l'instant T, c'est très bien. Il y a tout plein de docs, il y a tout plein de process. Moi, j'en ai des docs qui montrent presque une procédure par indicateur. Donc, alors nous, on constate, c'est cool, c'est formalisé, c'est très bien. Mais après, nous, dans la clé d'audit, en point d'attention, en point axe d'amélioration, tout ça, on questionne également sur la pérennité de ce process par rapport des fois à la taille de l'organisme. Parce qu'on sait personnellement que une entreprise un formateur indépendant ou une entreprise de 2 ou 3 salariés n'aura pas le même temps pour
pour gérer son process qualité qu'une société avec 20, 30 ou 50 salariés. Donc, c'est aussi, en fait, ce qu'il faut, c'est de la cohérence. Ça, c'est vraiment important. Et alors, nous, après, on n'est pas là pour juger de la cohérence ou pas, mais on est là aussi pour alerter, pour dire, bon, bah, OK, là, c'est conforme. Maintenant, on va voir dans le temps comment sera pérennisée votre démarche. Et d'où l'intérêt. Alors, et ça, j'insiste aussi, mais en fait, c'est pas parce que vous montrez des choses à l'audit initial que c'est nécessairement le même process à la virgule près à l'audit de surveillance, puisque bah, forcément, vous avez l'indicateur 32, donc on est dans une démarche d'amélioration continue. Donc, si vous testez quelque chose et puis au bout de 3 mois, vous dites purée, mais c'est la catasse que j'ai mis en place, c'est trop long, faut que j'envoie il faut scanner, il faut envoyer par papier, par machin, bah, je vais plutôt faire un formulaire en ligne et ainsi de suite. Et ben, l'auditeur n'en sera que plus content, entre guillemets, lors de la surveillance, puisque ça prouvera qu'il y a une démarche d'amélioration. Ouais, et je me permets de rebondir sur l'amélioration continue parce que ça, c'est quelque chose qui est hyper important. C'est que ce que vous faites valider à un audit initial à un moment donné ne fiche pas vos manières de faire, d'accord, sur la durée. Et l'amélioration continue, elle irrigue tous les indicateurs du référentiel. Ce qui fait que l'avantage de formaliser des process, de les outiller et d'avoir des premiers éléments de preuve, ça vous permet d'ores et déjà de montrer à votre auditeur que vous vous situez dans une démarche d'amélioration continue. Parce que quand vous réfléchissez à des process et montez des outils et que vous les appliquez au terrain la première fois, bah, vous identifiez des choses qui marchent pas, etc. Et donc, vous pouvez d'ores et déjà montrer que vous avez identifié dans ces process des choses que vous allez automatiser, digitaliser, faire différemment. Et de faire ça, ça va permettre en plus, et après je te laisse la parole Katia, mais ça va vous permettre en plus de sortir de la logique d'audit. C'est-à-dire que en tant que nouvel entrant, si vous vous dites que Calliope c'est des audits, bah en fait vous en sortirez pas avec Calliope. Et donc alors l'audit initial c'est normal que vous prépariez l'audit et que ça prend du temps et il faut le faire sérieusement. Mais si vous fermez l'OF pendant une semaine avant l'audit de surveillance pour vous assurer que tous vos dossiers sont complets, qu'il y a bien tous les process, que vous avez matérialisé l'exploitation, que vous avez bien fait, les retours sur les réclamations, etc. Ben, en fait, Calliope, ça va devenir quelque chose de très pénible pour vous. Alors que si vous vous situez dans une logique d'amélioration continue et de management de la qualité, eh ben, vous allez voir qu'en fait, Calliope, ce ne sera plus un sujet. Et que la préparation des audits, ça ne sera plus le contrôle des dossiers, parce que ça, vous le ferez en continu. Ça sera simplement de s'assurer que tout est bien à jour et qu'on a bien matérialisé l'amélioration continue. Ok, très intéressant du coup, effectivement, de ne pas voir cet audit comme un moment, un examen à passer et après on en est débarrassé et on ne fait que pour ce moment-là, mais vraiment le début, les premières briques d'une démarche d'amélioration continue pour l'OF et de l'occasion d'ailleurs de se processiser. Peut-être juste pour revenir sur l'audit, puisque tu l'as abordé, Jimmy, lors de ton exemple, on parle de non-conformité mineure et majeure. Si tu peux nous expliquer un peu ce fonctionnement, enfin, qu'est-ce qu'il y a finalement derrière ces non-conformités, qu'est-ce qui se passe de l'audit? En fait, non-conformité, donc déjà, c'est pas Certifopac qui décide c'est mineur ou majeur et c'est pas nous qui le définissons, c'est normé, c'est réglementé. C'est toujours pareil, c'est le même document, le référentiel national qualité qui définit tout ça. Donc, il y a certains indicateurs où on peut avoir donc, une non-conformité mineure ou majeure, et puis d'autres, en fait, qu'on appelle un petit peu des fois super indicateurs ou indicateurs critiques. Donc là, où on peut soit être conforme ou alors être non conforme majeur. Par exemple, l'indicateur 4 sur l'analyse du besoin, il ne peut pas être en non-conformité mineure dès qu'il y a une absence partielle ou ponctuelle d'éléments ou un défaut, un défaut de maîtrise sur cet indicateur, il n'y a pas la possibilité d'être en non-conformité mineure. Pour faire très synthétique, en fait, une non-conformité majeure, c'est soit une absence de preuve sur un indicateur, soit un défaut répété, par exemple, de mise en œuvre de quelque chose que vous avez formalisé. Si vous nous montrez un process de positionnement des stagiaires et qu'on échantillonne 3 dossiers de formation et en fait, vous positionnez personne et rien du tout et vous évaluez pas, et du coup, c'est un défaut de mise en œuvre et c'est un défaut qui est répété, en plus sur plusieurs dossiers, donc c'est majeur. Par contre, si ce même défaut il est ponctuel, c'est-à-dire que sur 3 dossiers, finalement, on se rend compte que ça n'a pas été fait une fois, on peut considérer sur certains indicateurs que c'est mineur.
une non-conformité mineure. Donc voilà, donc dans ce cas-là, le niveau de graduation sera différent. Ok, et donc juste pour préciser, la non-conformité mineure, on a un temps pour revenir en conformité, juste pour changer pour les nouveaux entrants, et la majeure, on ne peut pas être certifié. Du coup, on est. En fait, ouais, non-conformité majeure, on a 3 mois pour transmettre les preuves à l'issue de l'audit pour dire, ben voilà, j'ai bien traité tout ça. Et non-conformité mineure, on fait une proposition d'action à son auditeur, il la valide. On a 6 mois pour mettre en œuvre tout ce qu'on a dit, mais cette mise en œuvre sera vérifiée à l'audit suivant. Ce qui fait que, et sans provocation Jimmy, mais ce qui fait que grosso modo, quand vous décidez d'être certifié Calliope, la question c'est pas est-ce que vous le serez, la question c'est quand est-ce que vous le serez. Hein, et donc l'objectif de se préparer pour cet audit initial, c'est bien de faire en sorte que par ces process, ces outils et ces preuves que vous allez générer, vous allez pouvoir obtenir la certification le plus rapidement possible, c'est-à-dire à l'issue de l'audit. Et que effectivement, s'il y a des non-conformités, à ce moment-là, ça décale la décision de certification. Et donc, ça veut dire que le certificat, vous l'avez plus tard. Et donc, plus graves sont les non-conformités et plus éloignée est cette décision de certification de la part du certificateur. Et d'ailleurs, il y a peut-être, je me permets une question pour Jimmy, mais il y a peut-être quelque chose qui serait intéressant de clarifier ou d'expliquer en tout cas aux gens qui nous écoutent, c'est sur la différence entre l'auditeur et le certificateur. En fait, alors, bon, des fois, on a plus de langage, on va pouvoir voir des fois sur les réseaux sociaux, ah oui, j'ai mon certificateur, il est venu à telle date. En fait, dans celui qui vient, celui qui est présent, qui définit avec vous le planning d'audit et que vous aurez en face de vous pour l'audit initial, c'est l'auditeur ou l'évaluateur. Okay. Mais cet auditeur, c'est pas lui qui vous délivre le certificat. Alors, il peut donner son avis. Alors, souvent, une fois sur 10, voilà, il va pas trop se prononcer, en fait, il va mettre avis favorable. Mais il pourrait, en théorie, dire avis défavorable, mais en fait, en aucun cas, c'est le décisionnaire final. Et en fait, la délivrance du certificat reste à la maille de la société certificatrice. Et donc, alors, certains ont un comité de direction, nous, on a des personnes qui sont formées et qui sont qualifiées pour le faire, donc pour délivrer la certification. Donc moi, par exemple, au sein de la société, je ne peux intervenir qu'en tant qu'auditeur. Mais voilà, et en fait, moi, quand j'audite, mon travail est vérifié ensuite en interne auprès d'un vérificateur. Et ensuite, c'est encore une personne différente qui délivre le certificat. Voilà. Tout ça pour des raisons d'impartialité et de cohérence, mais aussi parce que voilà, peut-être que moi, voilà, c'est pas que mon regard soit biaisé. Et donc, pour garantir une prévention des conflits d'intérêts ou de tout plein de choses, eh ben, on va vérifier la grille d'audit et on va éditer le certificat, on va se prononcer sur une décision favorable, mais ce sera pas la même personne qui aura réalisé l'audit, forcément. Ok, c'était effectivement important de le préciser. Merci Rémi. Du coup, on va revenir sur ce qui a été donné en entrée, un Calliope. On en parle beaucoup aussi pour ce qui permet d'accéder à des fonds publics. C'est souvent la raison pour laquelle on s'inscrit dans cette démarche, puisque c'est obligatoire. L'organisme de formation n'est pas certifié Calliope, vous ne pourrez pas accéder à ces fonds publics. Finalement, est-ce qu'on peut revenir préciser ce qu'on entend sur ces fonds publics, quelles sont les conditions d'accès, notamment pour le CPF, qui représente une grosse part du marché. Donc peut-être Jimmy là-dessus. Alors, le CPF, donc bon, je ne vais pas revenir sur l'historique avec anciennement le DIF qui est devenu CPF en 2015. Avant, on était sur des heures qui étaient créditées. Maintenant, on est sur des euros depuis la réforme. Il y a eu un effet d'aubaine, il y a eu vraiment un marché très dynamique qui s'est mis en place depuis 2020. Le CPF, en un chiffre, c'est quand même 7 milliards dépensés depuis 2 ans. Donc 2020, 2021, alors même depuis 3 ans, 2020, 2021. 2022, c'est juste exceptionnel, c'est juste fou. Alors après, voilà, il faut aussi mesurer un petit peu parce que c'est 30% des dépenses, enfin 15% des dépenses pour des formations liées au permis de conduire, 15% aussi pour d'actions de formation de création d'entreprise, à peu près 10% aussi sur des formations en anglais. Donc voilà, au final, l'offre est assez diffuse. Et ce qu'il faut comprendre, enfin, en fait, c'est un effet d'aubaine. Voilà. Et tout le monde aujourd'hui veut rendre éligible son offre au CPF. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Calliope, c'est pas parce que je suis Calliope que super, je peux rendre éligible mon offre au CPF. Non, c'est un des prérequis. Et ça a été rappelé dans une communication qui date du 6 octobre de la Caisse des dépôts qui gère la plateforme CPF. En fait, quand vous êtes un centre de formation et que vous voulez accéder au compte formation, eh bien, vous devez avoir Calliope.
Donc ça, c'est la première chose. Il y a tout plein d'autres prérequis qui rentrent en jeu, mais surtout, vous devez avoir une offre qui est éligible. Alors, qu'est-ce qu'une offre éligible au CPF? C'est surtout une offre qui est soit certifiante, soit qui rentre dans ce qui est demandé. En fait, quasiment toutes les offres au CPF sont certifiantes, sauf une qui est un peu bâtarde, qui s'appelle l'action d'accompagnement à la création ou à la reprise d'entreprise. Et là, c'est vraiment bien typé, carré. Vous ne pouvez pas vendre n'importe quoi sur ce type d'action. D'accord, en théorie, mais il y a des contrôles qui sont en train d'être mis en place. Vous pouvez vendre du bilan de compétences au CPF. Vous pouvez vendre surtout, en fait, des formations qui préparent à des certifications qui sont inscrites sur 2 répertoires. Le RNCP, donc le répertoire national des certifications professionnelles. Là, on parle plutôt des formations assez longues qui préparent un métier, voilà, type des titres pro, des licences ou ce genre de choses. Et vous avez aussi le répertoire spécifique, là on est plutôt sur des compétences transverses, des compétences métiers, mais plutôt spécifiques. Voilà. Là on va retrouver par exemple les certifications en bureautique, en anglais, ou sur des choses qui sont très spécifiques. Voilà. Donc déjà en fait, tout ça, il y a toute une ingénierie, vous de votre côté, de développement d'une offre qui est éligible. Alors comment on rend une offre éligible? Soit on fait copain-copain avec un certificateur actuel. Par exemple, si je fais une formation Excel et que je veux rendre ma formation éligible, je vais contacter un certificateur qui délivre une certification Excel au compte formation. Et puis, finalement, je vais perdre une certaine liberté puisque je vais devoir respecter toutes ces conditions de contenu, d'évaluation, de modalité, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis, il y a une autre solution, mais alors là, je suis pas hyper, j'ai pas beaucoup d'espoir pour vous, malheureusement. Alors, sauf si vous êtes vraiment sur une niche et que c'est vraiment une offre très, très innovante, vous pouvez vous-même déposer une certification. Mais là, c'est pas le même boulot parce que ça demande une ingénierie complète. Alors, tout ça, en fait, c'est rendu public, hein, c'est accessible, hein, si vous vous renseignez un petit peu sur Internet, sur le compte formation. Vous pouvez vous-même, en fait, créer un compte sur ce qu'ils appellent Certif Pro, auprès de France Compétences, et puis faire un dossier de candidature pour rendre une certification éligible. Voilà. Ça nécessite de créer un référentiel, des blocs de compétences, donc toute une ingénierie. C'est pas le même métier. Quand on est formateur, on n'est pas certificateur. Donc après, voilà. Donc certains sont accompagnés. Après, il y a des taux d'échec qui sont très élevés. Les commissions de France Compétences sont assez strictes en fait sur les entrées. Et typiquement, si vous souhaitez déposer une offre mais qui existe déjà, il y a de grandes chances qu'elle soit retoquée. Voilà. Si vous faites, par exemple, vous voulez faire un truc en esthétique ou machin, puis en fait en faisant votre recherche sur France Compétences, sur le répertoire, vous vous rendez compte qu'il y a déjà quelque chose, il y a de grandes chances que ça passe pas. Voilà. Donc là-dessus, je préfère le dire. Donc aujourd'hui, en fait, pour faire simple, pour être éligible au CPF, surtout pour les nouveaux entrants, vous devez faire une demande d'enregistrement préalable. Donc ça, c'est depuis le 6 octobre. Donc c'est tout frais. On va vous mettre, je sais pas si Raphaël, tu peux mettre le lien en commentaire avec l'article en question justement sur tout ça. Donc ça se fait en 3 étapes. Vous faites une demande d'enregistrement préalable sur Headoff. Donc Headoff, c'est l'espace des organismes de formation. C'est le back-office du CPF. En fait, sur cette plateforme, vous pouvez déposer votre offre, gérer votre offre, facturer. Donc, vous pouvez déclarer les entrées et sorties en formation et vous pouvez facturer. Voilà. Il y a encore quelques temps, c'était assez libre d'accès, c'était pas très très bien régulé pour tout vous dire, c'est-à-dire que chacun pouvait créer son offre, personne ne vérifiait si vous étiez justement en partenariat avec un certificateur. C'est pour ça justement qu'il y a eu beaucoup d'abus et que c'est un peu sorti sur les médias, sur les réseaux, qu'il y a eu des fraudes au CPF. Hein. Ça a aussi permis à beaucoup de monde avec les plateformes et les hotlines téléphoniques qui ont sévi pendant des mois et des mois de se faire un peu d'argent. Tout ça tend à disparaître petit à petit du fait d'un contrôle, un durcissement informatique qui fait que finalement, là, demain, si vous vous inscrivez, si vous déclarez une offre et que vous n'êtes pas enregistré auprès du certificateur, de manière informatique, vous serez bloqué. Ça, c'est clair et net. Voilà, si vous ne mettez pas, il y a encore quelqu'un. Voilà pour ça. Bon, là, j'ai donné beaucoup d'infos sur le CPF. Faut pas se dire, mince, le CPF, c'est foutu, c'est fini, machin. Il y a aussi d'autres sources de financement qui sont souvent aussi autant, voire des fois même plus intéressantes que le CPF, qui sont un peu moins connues au final, qu'un peu moins la cote. Moi, je vous invite à contacter les opérateurs de compétences. Voilà, Rémi, tu parlais d'OPCA tout à l'heure. En fait, les OPCO
Voilà, donc on a l'OPCO Atlas pour les boîtes de prestations intellectuelles, conseils, vous avez l'OPCO 2i sur l'industrie, vous avez voilà, vous en avez tout plein d'autres, une dizaine, je crois, 11 ou 12, 11, je sais ouais. plus, j'ai plus 11. le chiffre exact, mais en fait, ces OPCO, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont donc des opérateurs donc, qui ont un budget formation. Alors, ils ne collectent plus eux-mêmes cet argent, c'était le cas avant, hein, c'est les OPCO qui collectaient, maintenant les OPCO ne collectent plus, mais elles gèrent quand même en fait les plans de développement des compétences des entreprises. Donc après, en fonction du type d'entreprise, moins de 11 salariés, plus de 11 salariés, plus de 50 salariés, c'est pas les mêmes budgets en fait. Alors après, il faut faire, c'est un travail de fourmi, c'est-à-dire qu'il faut aller sur la liste, sur les sites web des OPCO, il faut télécharger les critères de prise en charge des formations. C'est pas les mêmes en fonction des types de formations, que vous faites des formations en visio, que vous faites des formations sur site. Et après, vous avez aussi des fois des financements qui sont alloués, qui sont spécifiques. Voilà, sur des actions. Là, la grande mode en ce moment, c'est la digitalisation des entreprises. Donc, quelqu'un qui va proposer des offres de formation sur la bureautique, sur le numérique, sur le digital, sur comment rendre mon entreprise plus performante sur le net, et ainsi de suite. Vous avez de grandes chances d'avoir des offres de financement qui soient acceptées de la part de ces financeurs. Voilà. Après, vous avez aussi, Rémi, je sais pas si tu voulais compléter. Non, vas-y, je compléterai après vous avez aussi. Juste pour terminer, vous avez aussi d'autres financeurs qui sont un petit peu, alors bon, ils sont spécifiques à certaines tranches de la population. Vous avez des financeurs qui sont propres notamment aux gérants d'entreprise. Alors vous allez avoir par exemple le fonds interprofessionnel des professions libérales, donc le FIFPL. Alors celui-là, voilà, c'est un fonds qui est très spécifique. Par exemple, si vous ciblez les infirmières libérales ou les médecins libéraux, les avocats ou les notaires ou ce genre de choses, c'est un fonds qui est spécifique. Donc, il a son propre budget, voilà. Et après, il fait un peu comme il veut. Il alloue ou pas, il a des critères de prise en charge, et ainsi de suite. Pareil, vous avez aussi l'AGFIS, donc l'association de gestion des formations du chef d'entreprise. L'AGFIS, c'est le même problème, enfin, c'est le même fonctionnement. Donc, critères de prise en charge, le budget alloué chaque année. Donc, voilà. Plus vous allez multiplier les sources de financement, alors c'est sûr, plus c'est intéressant parce que vous diversifiez vos sources de rentrée. Mais après, attention, chaque financeur a ses particularités. Certains vont demander plus de documents que d'autres. Je connais un peu la GFIS, je sais qu'ils vont vous demander à la virgule près, la feuille d'émargement, il faut qu'elle soit signée comme ci, comme ça, ils ont leur propre modèle. Donc voilà, des fois, on rentre dans un système qui est quand même très, très administratif. Faut pas avoir peur de l'administratif quand on commence à se frotter à certains financeurs. Voilà, c'est pour faire un petit peu l'état des lieux. Puis aussi, pour terminer, vous avez aussi les CMA, hein, les chambres des métiers, qui ont un budget alloué aux commerçants et aux artisans. Ce qui est certain, et après peut-être on laissera la place aux questions, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut que vous gardiez bien en tête que c'est pas parce que vous êtes un organisme de formation certifié Calliope que ça garantit des prises en charge de financement. Ça, c'est hyper important. Et quelles que soient les poches de financement sur lesquelles vous vous positionnez, du CPF, de l'OPCO, du fonds d'assurance formation tel que l'AGFIS, FIFPL, du Pôle emploi, des fonds régionaux. En fait, derrière, le financeur, il est libre ou non d'accepter en tout ou partie de prendre en charge les actions de formation qui lui sont proposées. Donc, il n'y a pas d'automaticité dans la prise en charge. Et puis, pour terminer sur le CPF, oui, le CPF, effectivement, c'est 7 milliards en 3 ans. Et donc, du coup, ça fait un peu plus de 2 milliards par an. C'est beaucoup d'argent. Mais quand on le compare aux 20 milliards d'argent public qui sont irrigués sur le marché pour financer des actions de formation, ça fait que 10%. Et donc, oui, c'est très visible le CPF. Ensuite, est-ce que c'est toujours pertinent? La question se pose. Très bien, merci à tous les deux. On va entrer sur la phase de questions-réponses, puisqu'on a dit qu'on laissait un temps et qu'il y a eu des questions dans le chat. Évidemment, on va revenir sur les questions qui ont été posées. On publiera un billet avec ces informations-là. En première question qu'on a eue dans le chat, on a une demande qui dit: une fois que je suis certifiée, mon organisme a eu la certification, est-ce que je peux avoir des formations Calliope et des formations qui ne le sont pas? On a abordé, mais c'est bien de reclarifier du coup. Je ne sais pas si Jimmy, Rémi, l'un des deux, vous choisissez pour répondre à cette question. La question, c'est: est-ce que je peux avoir des formations qui sont finalement proposées en direct auprès de mes clients, qui sortent du cadre Calliope?
Ouais, en fait, alors, moi, ce qui est certain, c'est que ouais, ok. C'est bien la question, nous, hein, parce que la personne qui a posé la question vient oui, donc c'est bien ça. La question est reformulée par Jimmy. La règle, pardon, vas-y. Alors, il y a deux choses. On va mettre dans le chat, parce que ça, en fait, votre question, c'est intéressant. On se pose des fois la même lorsque l'on audite, puisque lorsque l'on audite, on peut très bien avoir des formations qui sont rentrées dans le cadre Calliope, puisqu'elles ont été financées, et d'autres formations qui ont été effectuées en direct auprès des clients. Donc, des clients qui ont payé eux-mêmes, sans rien demander à personne, à un logo, à machin. Et donc, nous, des fois, on se pose la question de est-ce que cette formation-là, qui a été faite en direct, donc, qui n'est pas censée être concernée par l'exigence Calliope, est-ce qu'elle peut rentrer dans le périmètre d'audit, dans l'échantillonnage notamment de l'auditeur? Moi, j'ai plutôt un avis assez mitigé sur la question, c'est-à-dire que moi, personnellement, je considère que je préfère auditer quelque chose qui est en lien avec le financement, parce que forcément, Calliope, on est Calliope 9 fois sur 10 pour accéder au financement. Elle n'est pas pour, c'est pas une certification volontaire, hein, Calliope, hein, sinon vous ne seriez pas 40 000 à être certifié. Après, il y a un document qui s'appelle la foire aux questions du ministère du Travail, où il y a une réponse des autorités sur ce sujet. Et la réponse, bon, elle n'est pas vraiment, c'est pas la même que celle que je viens de vous dire, c'est que la réponse, en fait, consiste à dire que vous êtes censé avoir le même process, quelle que soit la source de financement. Ouais. Donc, que ce soit en direct avec l'entreprise ou que ce soit avec un logo, vous êtes censé répondre aux exigences en lien avec la formation. Ouais. C'est un peu qui peut le plus, peut le moins. Ouais. C'est pas parce que c'est pas financé que il y a pas de positionnement, il y a rien du tout à faire, machin. C'est voilà. Non, en théorie, en tout cas, c'est comme ça. Ouais. Moi, mon conseil aux nouveaux entrants, c'est que tout ce que vous vendez comme étant de la formation, en vous appuyant sur votre numéro de déclaration d'activité et que vous publierez, que vous déclarerez dans votre bilan pédagogique et financier, doit mobiliser les process et les outils certifiés Calliope. Si je prends un exemple sur cette histoire de effectivement des entreprises qui vont acheter sur fonds propres des formations. En fait, il va y avoir des cas où vous ne saurez pas parce que votre client ne vous aura pas dit, mais il va aller solliciter une prise en charge a posteriori auprès de son OPCO. Vous ne le saurez pas. Et pourtant, il faudra avoir pu déployer les process Calliope pour que, il y ait une prise en charge et pour que derrière, vous puissiez répondre de ce que vous avez fait le jour où, et si ça doit arriver, vous serez contrôlé par l'OPCO qui aura pris en charge sans que vous le sachiez la formation en question. Donc pour moi, la règle, c'est vraiment tout ce qui est action de formation qui est déclaré au BPF doit rentrer dans votre périmètre. Et puis en plus, ça vous simplifiera la vie parce que avoir deux process sur des prestations, déjà avoir un process et l'appliquer, c'est pas facile toujours, mais en avoir deux, c'est plutôt l'enfer. Ok, on voit deux réponses. Le plus simple est souvent effectivement d'appliquer un process qui permet de surcouvrir le besoin plutôt que de se dire bon ça c'est limite où je l'exclus et du coup vous mettez en risque sur votre web. Ouais. On a une autre question sur l'indicateur 6 et les indicateurs de veille. On demande est-ce que vous pouvez approfondir cet indicateur-là, notamment dans le cas d'un nouvel entrant. Je sais pas, Rémi, si tu prends oui, sur les indicateurs de veille. Alors, sur les indicateurs de veille pour les nouveaux entrants. Alors, juste résumer ce qui est attendu par les indicateurs de veille. Il est attendu 3 choses par les indicateurs de veille. Donc, il y a 3 indicateurs de veille, 23, 24, 25. Et chaque indicateur attend 3 choses. 1, qu'il y ait un process. 2, qu'il y ait des sources de veille. 3, que vous puissiez faire la preuve que vous exploitez ce que vous récupérez en veille pour améliorer votre organisme de formation. Voilà. Ça, c'est la base des 3 indicateurs. En tant que nouvel entrant, corrige-moi Jimmy si je me trompe, mais on attend surtout que vous ayez un process de veille, 2, des sources. Et l'exploitation ou des exemples d'exploitation ne vous seront formellement demandés qu'à la surveillance. Maintenant, en tant qu'organisme de formation nouvel entrant, c'est assez simple d'apporter des preuves d'exploitation d'une veille légale et administrative par exemple. Pourquoi ? Le fait même d'être devant votre auditeur le jour de l'audit initial, c'est que vous avez fait une veille sur ce que c'était Calliope, vous vous êtes préparé. Le fait d'avoir demandé un numéro de déclaration d'activité, d'avoir créé un compte sur mes démarches emploi formation pour déposer votre dossier, c'est un exemple d'exploitation de la veille. Donc en fait, ce qui est important, c'est de formaliser le process, de montrer que vous avez des preuves
que vous êtes abonné à des newsletters, comme 23 par exemple, que vous avez participé à ce webinaire par exemple. Et ensuite, de montrer comment est-ce que tout ça s'est intégré dans votre démarche ou dans une démarche qui a permis de faire votre métier mieux que ce que vous faisiez avant de capter ces informations-là. C'est ça qui est attendu. Ok, très clair. Merci Rémi. On est une autre question qui est de savoir si le formateur, celui qui va dispenser la formation, a besoin, lui, d'avoir un numéro de déclaration d'activité. On parle de numéro de déclaration d'activité depuis le début de ce webinaire. Finalement, qui doit avoir ce numéro de déclaration d'activité? Alors, moi, je vais faire référence en fait à une page. Alors, vous tapez sur Google numéro de déclaration d'activité. Le premier résultat, alors vous faites gaffe aux annonces, aux pubs, hein, mais le premier résultat, normalement, c'est un article du site ministère du Travail qui précise, alors c'est une phrase qui est très claire, c'est toute personne, je crois que c'est même marqué comme ça, toute personne physique ou morale, donc vraiment, voilà, il n'y a pas à se poser la question entrepreneur individuel ou pas, qui réalise des actions de formation professionnelle, doit disposer d'un numéro de déclaration d'activité. Voilà. Donc après, moi je le comprends comme si je fais que de la sous-traitance, j'ai quand même besoin d'un numéro. Après, vous le comprenez comme vous voulez, et moi je le comprends comme ça. Après, voilà, si vous faites un petit peu de veille, vous regardez un petit peu partout sur les réseaux, les têtes pensantes, ici et là, alors il y en a qui vont vous dire oui, mais moi je connais un tel qui n'en a pas, ça fait 20 ans, gna. Vous faites comme vous voulez. En fait, chacun fait comme il veut. Mais bon, moi je trouve que c'est assez explicite quand même comme phrase. Remplir ensuite, parce qu'en fait, l'exigence c'est quoi en fait? Quand on a un numéro de déclaration d'activité, surtout la principale contrainte, c'est de prendre un petit peu de temps chaque année pour faire le bilan de son activité et de noter sur une feuille, bon bah ok, en plus avec Stack, je crois qu'on peut le faire. J'ai formé 30 personnes pendant tant d'heures sur tel type de formation et ainsi de suite. J'envoie tout ça sur une plateforme en plus web qui est plutôt bien fichue, qui s'appelle mesdémarchesemploi.gouv sur le site du ministère. Et derrière, voilà, c'est la seule obligation par rapport à ça. Maintenant, il y a juste un contexte, mais ça, on y reviendra peut-être lors d'un autre webinaire. L'État est en train de durcir encore davantage tout ça, puisqu'aujourd'hui, en fait, ils se rendent compte qu'il y a des organismes de formation qui sont certifiés Calliope, qui ont des offres CPF, en fait, qui ne font pas de formation et qui sous-traitent tout, et tout. C'est des volumes qui sont monstrueux, à des auto-entrepreneurs, des freelances qui n'ont pas de numéro de déclaration d'activité, qui n'ont pas Calliope. Alors, Calliope n'est pas demandé aujourd'hui. Et ils sont en train de se demander, donc on n'est pas à l'abri à l'avenir que même les sous-traitants soient concernés par la certification Calliope en cas de sous-traitance de formation financée. Parce qu'aujourd'hui, le simple fait de signer un contrat de prestation avec marqué je m'engage à respecter Calliope, bon, bah, après, chacun est à même de se dire, ok, peut-être que c'est un peu light. Comment ils font concrètement pour vérifier ça? Voilà, certains jouent le jeu. Il y en a encore une fois beaucoup, et fort heureusement qui jouent le jeu, mais c'est ceux qui jouent pas le jeu qui décrédibilisent le marché et qui alertent les pouvoirs publics et après, derrière, qui fait en sorte que le marché se régule encore davantage, se durcisse encore davantage. Donc, pour répondre à la question, oui, c'est nécessaire d'avoir un numéro de déclaration d'activité. Maintenant, ce sera presque même peut-être demain nécessaire peut-être d'avoir Calliope même en tant que de la sous-traitance. Ça, je m'avance peut-être un petit peu, c'est mon point de vue. C'est pas le cas encore, j'insiste beaucoup, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Ça pourra dans le futur. Ouais, moi je partage l'avis de Jimmy. Le texte auquel tu faisais référence, c'est très concrètement un article du Code du travail qui est mal rédigé. Et donc, il y a eu des interprétations sur oui, il faut le numéro de déclaration d'activité, non, il ne le faut pas. Ce que je peux vous dire dans la jurisprudence et dans les faits, c'est que oui, il le faut et que dans le cadre de la loi la proposition de loi qui est passée à l'Assemblée nationale la semaine dernière sur l'interdiction du démarchage, il y a un amendement qui a été poussé par le gouvernement pour à la fois supprimer le portage et renforcer d'une manière générale les conditions de sous-traitance. Donc, ça sera beaucoup plus explicite au printemps prochain. Et donc, le seul conseil qu'on peut vous donner, a fortiori comme nouveaux entrants, c'est si vous faites appel à de la sous-traitance, ne prenez que des gens qui ont un numéro de déclaration d'activité. Ok, je pense que c'est très clair. C'est un bon conseil pour conclure ce webinaire. On arrive à la fin du temps. Donc,
Normalement, on a répondu aux questions. Si j'ai 20 secondes pour Sebda, le formateur interne a-t-il besoin d'un numéro d'activité? Alors non, parce que si c'est un formateur interne, il est salarié d'une entreprise, donc physique ou morale, enfin une personne morale ou une société, et donc c'est l'organisme, c'est la société qui porte le numéro de déclaration d'activité. Oui, voilà. Là, dans ce cas-là, il n'y aura pas besoin. D'un formateur salarié, effectivement, donc c'est un peu différent. On n'est pas dans la sous-traitance. Et pour Magali, alors Magali, je suppose qu'elle fait écho à la nouvelle procédure d'enregistrement sur EDOF, où du coup donc il demande maintenant une liasse fiscale. Alors ça c'est le tableau type. Liasse fiscale, forcément, quand on est une boîte avec un peu d'ancienneté, il y en a. Maintenant, si vous démarrez, il n'y a pas. Donc il y a d'autres éléments comptables qui peuvent permettre de dire de déclarer votre chiffre d'affaires. Ça peut être un livre recette. Un livre recette, c'est tout bête, c'est un tableau Excel avec vos entrées. Et puis, en auto-entreprise, de toute façon, il n'y a pas d'obligation d'avoir une comptabilité. Donc, un livre recette, ça peut être un document qui peut être autorisé dans le cadre d'EDOF. Voilà. Après, voilà, ça à prendre avec les pincettes. Je vous dis, la procédure est publique depuis le 6 octobre. Ils sont en train de se mettre aussi en route. J'ai vu qu'il y avait des bugs aussi là d'enregistrement, tout ça. Donc, je pense que ça va être résolu d'ici quelques temps. En tout cas, voilà. C'est également vrai pour les SIC. En fait, une SIC, quand on est dans une SIC, c'est la SIC qui porte le numéro de déclaration d'activité. Les formateurs sont salariés de la SIC. Il n'y a pas besoin d'avoir un numéro de déclaration d'activité. Pareil pour les scopes. Ouais. Pareil pour les scopes. Très bien. Voilà. Merci Jimmy, tu as complété effectivement. Comme vous avez pu le voir, on vous a envoyé un petit lien pour vous puissiez nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire. C'est intéressant pour nous. Ça nous permet de proposer d'autres webinaires et en tout cas d'être sûr de répondre à vos attentes. Pour ceux qui auraient suivi ce webinaire mais qui en fait avaient déjà fait l'audit initial, on va proposer pareil un webinaire avec Jimmy aussi et Rémi sur l'audit de surveillance. On avait déjà fait une première fois. Il y avait eu beaucoup de questions et d'intérêt. C'est un sujet du moment. Et on va en refaire un le 25 novembre. Donc, si jamais vous étiez arrivé ici un peu par hasard et que vous étiez plutôt dans le cadre d'audit de surveillance, n'hésitez pas à vous inscrire. On a fait notre heure. Je ne sais pas si Jimmy, Rémi, vous voulez ajouter un mot de la fin chacun. Et après, sinon, je vous souhaite à tous une bonne journée. Jimmy, Rémi. Moi, merci de votre assiduité parce qu'on a démarré. En fait, on termine quasiment au même nombre que lorsqu'on a démarré. Donc, ça veut dire qu'on a réussi à vous tenir un petit peu pendant ce temps. Donc, merci à vous et au plaisir d'échanger. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Yes, et oui, merci également à tous pour votre participation, vos questions. Moi, le mot de la fin, c'est que voilà, si vous êtes en tant que nouvel entrant, estimez-vous chanceux d'avoir Calliope parce qu'en fait, ça va venir structurer et accélérer le développement de votre organisme de formation. Et ce faisant, ça va venir simplifier tout ce que vous aurez à faire pour vos audits. Donc, vous avez plutôt de la chance. Voilà, Rémi a coupé, mais je pense qu'il disait de prendre vraiment ça comme une opportunité puisque vous partez d'une page blanche. Donc, effectivement, c'est plutôt un bon outil pour structurer son organisme de formation. Il ne faut pas le voir seulement comme une contrainte, ça serait un peu dommage. Merci à tous et on vous enverra le lien avec le replay de ce webinaire si vous n'avez pas pu y assister en entier ou si vous voulez après partager ou le revoir. Bonne journée. Bonne journée. Merci à vous, au revoir.